C'est vrai qu'il y a un certain nombre de jugements qui sont portés sur Baudrillard et qui sont suffisamment récurrents pour ne pas être négligeables, qui pointent sur un mode souvent ironique, pour ne pas dire condescendant, autant la forme que le fond de sa pensée. Nous laisserons de côté les lectures malveillantes, qui comme telles sont insignifiantes, elles existent, mais pourquoi s'y arrêter? Alors que lui reproche-t-on? D'abord, on lui reproche son style, on en a beaucoup parlé ici, style réputé elliptique, pour ne pas dire abscon. Pourtant, ceux d'entre vous qui ont lu Baudrillard, ou qui le liront, auront l'occasion de découvrir un style assez classique, une langue maîtrisée. Certes, il y a de temps en temps quelques néologismes, et là, il paye peut-être un certain tribut à une époque qui était assez friande de néologismes, mais cette langue est une langue classique, soutenue, soignée, exigeante. Moi qui ai travaillé avec lui, je peux vous dire qu'un manuscrit de Baudrillard, c'était quelque chose d'extrêmement travaillé, et il travaillait avec les éditeurs dans cette direction. On pourrait peut-être méditer la célèbre phrase de Heidegger, « Se rendre intelligible est un suicide pour la philosophie ». Dire cela, ça paraît évidemment très provocateur, mais imaginez rendre intelligible le bateau ivre, rendre intelligible Mallarmé, rendre intelligible, etc. J'ai envie d'appliquer cette question de l'intelligibilité à ce que disait Baudrillard du cardinal Ratzinger et de l'Église qui se fondrait dans son époque. Si la philosophie devient intelligible, ne devient-elle pas superflue? C'est une question qui peut se poser. On pourrait éventuellement en parler. On lui reproche aussi la nature de son discours, qui ne prendrait pas la peine de soigner les médiations, au point d'oublier certaines règles, je dirais, élémentaires, règles discursives de construction du discours. Le reproche qui lui est fait ici, c'est de ne pas faire des dissertations. Il est clair que la pensée de Baudrillard n'est pas une pensée dissertative, et qui ne s'inscrit pas dans une tradition de la dissertation. On lui reproche ses concepts, qui serait trop indéterminé, voire franchement labile. Mais on pourrait appliquer à Baudrillard ce que disait Jean Kelevitch de la musique. Baudrillard est d'une précision évasive. Et c'est pas simplement un mot. Il y a chez Baudrillard une précision évasive. Il faut être capable de prendre cette évasivité, si je puis dire, au passage. Pas à la lettre, mais au passage. On lui reproche encore ces références toujours allusives et parfois même fantaisistes. C'est vrai qu'il ne prend pas la peine d'abord de vérifier ces références, quand références il y a. Dans la première période, il y a des notes de bas de page. Les références sont parfois tout ce que l'on veut, sauf universitairement établi. Et même parfois, il va plus loin. Il invente des références. Il a ainsi inventé une référence très drôle. Il cite un passage de l'Ecclésiaste dans en exergue de Simulacre et Simulation. Je vous cite ce passage de l'Ecclésiaste. Vous allez tous vous interroger comment des gens ont-ils pu prendre au sérieux cette référence. Le simulacre n'est jamais ce qui cache la vérité, c'est la vérité qui cache qu'il n'y en a pas. Le simulacre est vrai. L'Ecclésiaste. Et Baudrillard a reçu de nombreux courriers du monde entier, non pas pour discuter simulacre et simulation, mais dans quelle traduction? Quel passage? Est-ce que l'école biblique de Jérusalem a eu l'occasion de travailler? Bon, ici, il y a très clairement peut-être quelque chose de pataphysicien, enfin on y reviendra. En tout cas, si fantaisie il y a ici, la fantaisie n'est pas la règle chez Baudrillard. Elle peut être. On met en cause ces ouvrages aussi sous le prétexte qu'ils seraient privés d'ordre, qu'il serait fait de briques et de broc, ce qui révélerait de fâcheux défauts de structure. Alors, facile. Et donc, ce reproche du brique et de broc, ça va nourrir d'ailleurs une sorte de mauvaise habitude qui consiste à vouloir périodiser l'œuvre de Baudrillard comme on a périodisé, souvenez-vous d'Althusser, l'œuvre de Marx. Il y aurait un premier Althusser qui serait un premier Baudrillard qui serait un bon Baudrillard, qui fait des livres qui ressemblent à des livres, et puis le Baudrillard de la seconde partie qui est un mauvais Baudrillard parce que c'est un Baudrillard qui ne fait plus des livres ressemblant à des livres, mais un Baudrillard approximatif pour ne pas dire un peu délirant.
Périodisation, en l'occurrence, extrêmement contestable. Alors, il y en a certains qui prennent cette périodisation comme allant de soi. C'est le cas de Serge Latouche, par exemple, qui considère que Baudrillard, c'est 3 livres et puis c'est fini. D'abord, c'est ne rien comprendre des 3 premiers livres, qui eux-mêmes, quand on les regarde avec un peu d'attention, sont des livres singulièrement composites. Ce sont des livres dans lesquels les articulations sont parfois un peu forcées. Baudrillard faisait des livres, comme beaucoup d'ailleurs, en réunissant des articles venant de sources extrêmement différentes pour faire un ouvrage à la demande d'un éditeur. C'est le cas par exemple de la Société de consommation. Baudrillard trouvait très drôle le succès de ce livre, comme si ce livre avait été écrit et conçu pour être un ouvrage classique. Non, c'est un livre qui est aussi une sorte de combinaison d'un certain nombre de textes venant d'horizons différents, de contextes différents, avec d'ailleurs des évolutions de la langue. Donc c'est une erreur. Je crois que, au contraire, il faut lire avec beaucoup d'attention les derniers livres pour comprendre une trajectoire, ou tout au moins pour comprendre que la fin est dans le début, etc. Vous connaissez ces éléments qui apparaissent chez Baudrillard. En tout cas, la périodisation est un prétexte, et à mon avis un mauvais prétexte. Donc en somme, ce qu'on reproche à Baudrillard, c'est son manque de rigueur selon les normes académiques. Alors cela va nourrir un certain nombre d'objections. Alors quelles sont les objections? Alors il y a des objections de principe. N'étant ni philosophe, ni sociologue, ni ceci, ni cela, ce qu'il dit ne serait pas recevable. En tout cas, par ceux qui se sont arrogés le droit de décider de la recevabilité des discours. Mais Edgar Morin a été la victime exactement de la même démarche. Edgar Morin, sous le prétexte qu'il n'était ni ceci ni cela, n'a pas eu sa place dans l'université française, n'a pas eu sa place pendant très longtemps dans le champ du savoir gardé par quelques mandarins armés. Deuxième chose, les objections, elles peuvent prendre un tour moralisant. Et ça, c'est une chose importante. Suivant une triste pente de l'époque, son relativisme supposé masquerait au fond un nihilisme nauséeux. On accusera Baudrillard d'être en fait un nihiliste, alors que nous serions censés avoir besoin de sens, de repères. Regardez toute une littérature aujourd'hui, perte du sens, cherchons le sens, restaurons le sens. Il est clair que la pensée de Baudrillard est une pensée qui va contre, d'une certaine manière, le sens. De là à en faire un nihiliste dangereux, le pas a été franchi, et des accusations de ce type, et les traces de ces accusations sont encore vivantes. Dans certains lieux, on invite Baudrillard avec prudence, parce qu'on dit attention, c'est le loup dans la bergerie. L'objection, elle peut être factuelle. Il serait une fausse valeur. Ce serait un de ces penseurs à la mode jadis, et que la mode aurait emporté, comme elle a emporté la cohorte des jargonautes de la French Theory, des faiseurs de charabia qu'auraient gobé les gogos d'Amérique. Et là, on rapportera Baudrillard à un phénomène d'époque. Il y a un livre qui a été écrit par François Cusset sur la French Theory, dans lequel il y a un peu à l'arrière-plan cette idée d'un petit phénomène, pourquoi même peut-être un petit épiphénomène, caractéristique d'une époque sans grand lendemain, simplement un petit pittoresque. Les objections, elles peuvent être de nature idéologique. On l'accusera de sexisme, d'homophobie, en particulier de la séduction, de complaisance à l'égard du terrorisme. C'est Suzanne Sontag, par exemple, se rangera du côté des contempteurs, comme si Baudrillard avait fait l'éloge du terrorisme. C'est ne pas le lire. Mais il y a eu, par exemple, à New York, lorsque son livre a été présenté, ça s'est presque terminé en pugilat, en bataille rangée. Avec toute une gauche américaine qui reprochera à Baudrillard des positions absolument inadmissibles. Je vous renvoie simplement à son livre qui s'appelle L'esprit du terrorisme. Vous verrez que c'est tout autre chose. On aura l'occasion d'en dire un mot. Quand on ne lui reprochera pas, ou quand on n'aura pas, on nourrira pas des soupçons d'alliance objective avec l'extrême droite. Évidemment, le fait d'essayer intelligemment d'analyser le phénomène terroriste, immédiatement c'est se ranger du côté des gens qui contestent la légalité, l'état de droit, etc., etc. Et puis ces amitiés, le mot est fort, mais ces relations tardives avec Philippe Muret, vous connaissez Philippe Muret, qui est un pamphlétaire de droite,
anarchistes de droite, si l'expression a un sens. Et il y a eu une estime réciproque, et certains reprocheront à Baudrillard d'avoir connu Philippe Muret. Dans le cahier de Lerne consacré à Baudrillard, Philippe Muret a fait un beau texte, et inversement, lorsque Muret est mort, Baudrillard a fait dans Libération, je crois, une sorte d'hommage très intelligent. Et puis enfin, les objections, elles peuvent avoir des tonalités plus théoriques. On dénoncera ses analyses, leur manque de pertinence, on lui opposera Bourdieu, par exemple, le parangon de la sociologie installée et respectable. Pendant un temps, on pouvait lui reprocher aussi Touraine, des enquêtes où on quantifie, enfin toute une sociologie, qu'elle soit héritière de Durkheim ou pas. Il y a eu une rencontre organisée autour de Baudrillard au musée du Quai Branly, à Paris, à l'initiative de Philippe Descola, le grand ethnologue, et était présent Touraine, qui a fait une intervention qui a sidéré tout le monde, car Touraine, à l'occasion de cette intervention, a dit que finalement, avec le temps, il se rend compte que Baudrillard avait raison. Il y a chez Touraine, qui est un personnage qui a des raideurs, comme on le sait, c'est quelqu'un aussi qui a une honnêteté intellectuelle qui peut le conduire à 90 ans à l'époque, de constater qu'il s'est peut-être un peu égaré, ou qu'il a jugé peut-être un peu vite la pensée de Baudrillard. Il faut savoir que Baudrillard était à Nanterre, assistant puis maître assistant, maître de conf on dit aujourd'hui, dans le département de sociologie qui était dirigé par Touraine. Et qu'il y a eu des relations extrêmement conflictuelles. Imaginez Baudrillard dans un département universitaire. Il pouvait faire ses cours, il pouvait ne pas venir, ses cours étaient extrêmement improvisés, il donnait les unités de valeur à tout le monde. Hors de question qu'il y ait la moindre sélection. Alors, évidemment, il y a eu des conflits, puis c'était au moment de 68. Donc, Touraine était quand même un mandarin à ce moment-là. Donc, il ne s'agit pas, pour moi, là, de reprendre ces diverses objections pour tenter d'y répondre point par point, mais de lever globalement ce qui ressemble à des accusations en se plaçant en amont, si l'on peut dire. À cet égard, c'est presque une sorte d'apologie, au sens de l'apologie de Socrate. Je vous rappelle qu'une apologie, au sens propre du terme, logos, c'est un discours, apo, c'est lever. C'est un discours qui vise à lever une accusation. C'est pas apporter des arguments de défense, non. C'est-à-dire que, au fond, l'accusation qui est portée, elle n'a pas raison d'être. Et je crois que pour cela, il faut en effet se situer en amont. Car ces objections, à bien des égards, elles n'ont pas lieu d'être si l'on fait l'effort d'entrer dans la pensée de Jean Baudrillard. Non pour y adhérer. Ici, je suis pas en train d'essayer de vous convaincre d'adhérer à cette pensée. C'est pas le but. Simplement, entrer dans la pensée de Baudrillard. Mais c'est la même chose concernant Nietzsche ou Heidegger. Si on peut ne pas entrer dans la pensée de Nietzsche ou de Heidegger. Mais dans ces cas-là, on s'abstient d'essayer d'en produire une critique. On peut très bien dire qu'on n'entre pas. Vous connaissez l'expression, je n'ai pas réussi à entrer dans un roman, j'ai pas réussi à entrer dans une pensée. C'est intéressant quand même de se demander ce que cela veut dire. Pour entrer dans une pensée, il faut un minimum de connivence. Et vous savez que le mot connivence a une étymologie amusante. Connivere, c'est s'entendre en clignant les yeux. Il y a une sorte d'entente comme ça, on cligne de l'œil. C'est François Julien qui a écrit sur la connivence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entrer dans une pensée ? Il est clair qu'il ne s'agit pas, pour moi, d'esquisser un Baudrillard pour les nuls ou un Baudrillard sans peine, une méthode assimile du Baudrillard pour se familiariser avec sa langue singulière. Pas plus qu'un que sais-je, pas plus d'ailleurs qu'une introduction. Et je crois qu'il y a une différence à faire entre une introduction et entrer dans. Introduire et entrer. Quand on entre quelque part, quand on entre dans une pensée, on commence par être désorienté. Il en va d'ailleurs de toute manière, de toute entrée au sens propre du terme. Et entrer dans une pensée, c'est toujours par le biais de la langue. On entre dans une pensée par une langue, qui est toujours une autre langue, une langue façonnée par un certain usage, par des lectures, et une langue qui nous est d'abord étrangère. Quand on entre quelque part, on n'est plus complètement soi. Pour prendre un concept de François Julien, on décoïncide avec soi. Il y a un ailleurs qui est ouvert. Alors que on peut s'introduire à couvert dans un lieu, comme dans un livre, par la cave ou le grenier, comme un voleur dans la nuit, comme on trouve dans les Écritures, en veillant toujours de se ménager une sortie. Quand on s'introduit quelque part, on vérifie toujours qu'il y a une possibilité de sortir de l'endroit dans lequel on s'est introduit. Alors qu'il y a dans le fait d'entrer quelque chose qui relèverait davantage de l'effraction. Introduire, je vous rappelle, en latin, intro,
à l'intérieur du kéré tiré à soi. Il s'agit bien de tirer à soi un dedans, un contenu, pour le faire sien. C'est une appropriation. Il y a là une sorte de métaphore un peu digestive. Alors qu'entrer, c'est un tout autre sens. C'est le mouvement inverse. Non pas tirer à soi un contenu, mais se laisser prendre au point de perdre ses repères familiers. C'est en ce sens que je parle d'entrer dans la pensée de Jean Baudrillard. Donc il ne s'agit pas ici de se demander par où commencer. La question du commencement, c'est une autre affaire. Quand on se demande par où commencer, on balise, on fait de la pédagogie, on peut produire des manuels de lecture. Mais on est toujours un peu dans la cuisine. Non pas non plus se demander d'où ça vient, se poser la question d'où ça vient la pensée de Baudrillard. Alors à ce moment-là, on va mobiliser les ressources de la généalogie, de la filiation, on va se poser des questions, chercher les influences, est-ce qu'on va les croiser, les critiquer, par exemple, Bataille plus qu'Artaud ou Artaud plus que Bataille, Rimbaud ou Hölderlin, l'un et l'autre, qu'est-ce qu'il emprunterait à l'un, qu'est-ce qu'il emprunterait à l'autre, Barthes ou Lefebvre, ça c'est le problème de Serge Latouche, qu'est-ce qui est déterminant dans la formation de Baudrillard? Est-ce plutôt Barthes? Est-ce plutôt Lefebvre? Bon, des questions qui, d'une certaine manière, sont sans réponse véritablement radicale et puis qui n'ont peut-être pas un grand intérêt. Donc il ne s'agit pas ici de dresser un état des lieux, mais d'essayer d'entrer dans sa pensée. Ça, je dirais que c'est, dans mon exposé, le moment de la via negativa. On pourrait maintenant passer à la via positiva, si j'ose dire. François Julien a écrit un livre qui s'appelle « Entrer dans une pensée ». Et dans ce livre, il s'emploie à déterminer ce que veut dire cette expression. Alors il est clair que François Julien, quand il parle d'entrer dans une pensée, il pense en particulier à la pensée chinoise, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de Baudrillard. Mais c'est une question qui se pose à propos de Baudrillard. À vrai dire, c'est une question qui se pose pour tout philosophe. Il faut entrer dans la pensée d'un philosophe pour qu'une lecture philosophique soit possible. Il y a un exemple classique, c'est Pascal et Montaigne, par exemple. Si on n'entre pas philosophiquement dans la pensée de Pascal et de Montaigne, ce ne sont, je mets des guillemets ici, que des écrivains. C'est ce que dit, par exemple, Luc Ferry, là avec une grande bêtise, où il dit... Montaigne, plus précisément, Montaigne, ce n'est pas un philosophe. Montaigne, c'est inconsistant. Montaigne, c'est rien. Bon, mais il a écrit récemment un dictionnaire amoureux de la philosophie. Ce qu'il dit de Montaigne montre une extrême indigence dans la lecture même de Montaigne. Entrer dans une pensée, il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas de se laisser embarquer. Peut-être faut-il, au sens baudrillardien, se laisser séduire. En tout cas, entrer dans une pensée, ça suppose d'abord d'oser. Vous savez, c'est ce que dit Platon, et dans le Sophiste et dans le Phèdre, il dit il faut oser, il faut de l'audace. Il faut de l'audace pour aller ailleurs. Et cet ailleurs, eh bien, c'est exactement ce qui concerne le fait d'entrer dans une pensée. Je vous rappelle que c'est le sens du mot théorie. En grec, chez les Grecs, théoros, le théoros, c'était celui qui était chargé de conduire une ambassade dans d'autres cités au moment des Jeux Olympiques. Le théoros est un voyageur. Le théorès, c'est quelqu'un qui se déplace. Il y a chez le théoros le déplacement et en même temps l'audace. François Julien dit la chose suivante, je cite une phrase, je crois à la phrase comme modalité propre de la pensée, dit-il. Je crois à la phrase comme modalité propre de la pensée. Il y a donc une phrase qui serait propre à chaque philosophe. La phrase, elle déploie la pensée. Elle ne se contente pas de mettre en forme la pensée. Elle la déploie. Et cette idée de déploiement est une idée que je vais utiliser dans un instant. Il faut, en d'autres termes, être attentif à la manière dont une pensée se lève, s'étend, se met en tension, se déséquilibre, se rattrape. La première phrase, elle est comme une levée de rideau. Il faut concevoir la première phrase comme une levée de rideau, c'est-à-dire qu'elle sécrète un ordre qui, d'une certaine manière, ne se défera plus. Elle plie du pensable. Et ça, c'est une expression de Julien que je trouve très riche, de plier du pensable. Alors, je sais pas, on pourrait prendre comme ça, très rapidement, l'incipit, comme on dit, la première phrase de l'autre par lui-même, qui est l'habilitation, le discours d'habilitation de Baudrillard.
Il dit la chose suivante: « Il est paradoxal de faire le panorama rétrospectif d'une œuvre qui ne s'est jamais voulu prospective. C'est un peu comme Orphée qui se retourne trop tôt sur Eurydice et du coup la renvoie pour toujours aux enfers. Il faut faire comme si l'œuvre préexistait à elle-même et pressentait sa fin dès le début. Ceci peut être de mauvais augure. » Vous imaginez quand Baudrillard dit cela devant un jury d'habilitation. Il y avait d'ailleurs Touraine dans le jury. Je pense à un autre, j'en resterai là, autre première phrase dans le texte qui s'appelle Carnaval et Cannibale, qui a été publié aux éditions de Lerne, qui est une des dernières publications d'ailleurs de Baudrillard, l'une des dernières. Il y a deux textes en fait. Il y a un texte qui s'appelle Le Mal ventriloque, qui est le deuxième texte réuni dans ce livre. Il dit: « Il y a une forme originale de répétition, celle qui traduit le fait qu'on n'a jamais qu'une seule idée dans sa vie, quand on a la chance d'en avoir une, mais que l'analyser permet de la nuancer ou de la faire transparaître et ressurgir sous la forme de la spirale ou de l'anamorphose. » Là, je veux dire que les choses sont assez clairement dites. Alors, il a été question de déploiement, de déplier. On déploie, on déplie, déplie. Bon, l'idée de pli de pensée. Déplier, déplie. Je retiendrai trois plis, si je puis dire. Trois plis que je vais déployer, pas exhaustivement, ça va de soi. Le premier pli, il y a au commencement, premier pli, un geste fondateur chez Baudrillard qu'il appelle le sacrificio del intellecto, le sacrifice de l'intellect. Et Baudrillard, il s'en est expliqué à plusieurs reprises. C'est la grande leçon qu'il a tirée à la fois de Nietzsche, de Rimbaud et de la pataphysique. Tous trois, disons-le, découverts, quand il avait 18 ans, au lycée de Reims, par ce personnage dont on a parlé ici, qui s'appelle Emmanuel Payet. Tous trois découverts ou approfondis dans cette classe de philosophie du lycée de Reims, la chance exceptionnelle qu'a eu Baudrillard d'avoir ce professeur, Emmanuel Payet, qui sera le fondateur du collège de pataphysique. C'est pas l'inventeur, c'est pas Jarry, c'est pas l'inventeur de la pataphysique, mais le fondateur du collège de pataphysique et qui va faire découvrir à ses élèves une pensée qui, à l'époque, Baudrillard est né en 1929, nous sommes dans les années 47, 46, il était peut-être en avance, 46, 47. Regardez les manuels de philosophie, Cuvelier, etc. de l'époque, c'est du néo-kantisme. Faire étudier, parce qu'il y avait à la fois Nietzsche, Hölderlin aussi d'ailleurs, Nietzsche, Bataille, Nietzsche, etc., allant jusqu'à la pataphysique, c'est quelque chose qui est très essentiel dans la formation de Baudrillard. Rappelons d'ailleurs que le lycée de Reims, c'est aussi ce lieu, et j'en ai parlé au tout début de notre rencontre, c'est le lieu où est né le grand jeu. D'Aumale, Gilbert Lecomte, là aussi il y avait toute une mythologie dans ce lycée dont Baudrillard parlait en disant que ce lycée était habité comme ça par des initiatives un peu subversives. Nous sommes loin des formations classiques. Alors de Nietzsche, il dit ceci, c'est tout à fait, vous allez voir Baudrillard ne dira pas qu'il a été nietzschéen, non, il dit ceci: peut-être n'étudie-t-on jamais sérieusement qu'un philosophe, comme on n'a qu'un seul parrain, comme on n'a qu'une seule idée dans sa vie. Dit tout à l'heure, Nietzsche est donc l'auteur à la grande ombre duquel j'ai évolué, mais sans le vouloir et sans véritablement le savoir. Je dirais que ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une sorte de présence sourde de Nietzsche. Au fond, Baudrillard constate que cette présence est présente, si j'ose dire, sans avoir à la revendiquer, sans avoir à s'expliquer avec les concepts de Nietzsche ou son propre travail conceptuel. Mais il y a une présence sourde de Nietzsche tout au long du travail et du déploiement finalement de la pensée de Baudrillard. C'est une place d'ailleurs très très singulière dans le dispositif baudrillardien. Là aussi, j'avais fait cette remarque, cette allusion, rappelant que dans la philosophie de l'époque, disons de la deuxième moitié du XXe siècle, on va plutôt de Marx à Nietzsche, on va pour les plus encanaillés, de Kant à Nietzsche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une conversion, on se convertit à la Révolution, on se convertit à l'histoire. Baudrillard, c'est l'inverse. Il va pas de Marx à Nietzsche, il va de Nietzsche à Marx. Le geste fondateur, la pensée d'une certaine manière fondatrice
chez Baudrillard, c'est Nietzsche. Alors vous imaginez, aller de Nietzsche à Marx, c'est s'assurer une approche de Marx extrêmement originale. C'est-à-dire que la critique que va faire Baudrillard de Marx, ça n'est pas une critique de type historique, c'est pas une critique de type simplement économique. C'est, à travers Marx, une véritable liquidation. Et ça, c'est une idée qui me semble importante, c'est que Baudrillard, à partir de Nietzsche, va, en étudiant Marx, en analysant Marx, liquider un certain nombre de choses, un certain nombre d'options, un certain nombre d'orientations possibles, où on attendait Baudrillard. Si vous lisez Le Miroir de la production, qui est paru en 1973, eh bien, on s'aperçoit que dans ce texte, Marx finit de guérir Baudrillard de diverses tentations, pas simplement de la pensée de Marx, mais de l'économisme, par exemple, et de ses concepts, même de la sémiologie, d'une certaine manière. Quand il fera une critique de la politique, de l'économie politique du signe, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, critique de, disons, se guérir des tentations de l'économisme et des concepts de l'économie et de toute cette économie reposant sur cette distinction fondatrice entre la valeur d'usage, la valeur d'échange, etc. Mais aussi de la sémiologie. C'est pour ça, lorsque l'autre fois, certains intervenants disaient Baudrillard est un sémiologue, ou d'autres corrigeants, c'est un sémioticien. Là, il y a quelque chose qui me semble très, très ambigu, car il y a chez Baudrillard aussi une liquidation de la tentation sémiologique. Il a eu cette tentation. Il suffit de lire le système des objets. Mais d'une certaine façon, quand on lit le reste des textes de Baudrillard, il y a une certaine manière de s'arracher à cette tentation sémiologique qui risque de dévoyer, d'enfermer, peut-être de stériliser la démarche. Même chose, évidemment, de la sociologie. Le social est une fiction, on a dit un mot tout à l'heure. À l'ombre des majorités silencieuses, par exemple, est un texte qui règle ses comptes, qui liquide au sens propre du terme. On n'est pas dans un travail critique au sens banal du terme, mais aussi avec la psychanalyse. On le lui reprochera suffisamment. Il n'y a pas plus de vérité du sujet qu'il n'y a de vérité de la révolution, mais aussi du structuralisme. Il reprochera à Lévi-Strauss d'être passé à côté de l'échange symbolique, par exemple, et donc de toute cette dimension. Alors il sera beaucoup plus proche de gens comme Clastres ou d'autres ethnologues, ou même Jolin, d'ethnologues plus hétérodoxes. Donc autant de liquidation, et Nietzsche va être véritablement un élément pivot dans ce travail de liquidation. Je vous cite juste ce passage de Nietzsche, du Gai Savoir. Nous ne sommes pas de ceux qui n'arrivent à penser qu'au milieu des livres, sous l'impulsion des livres. Nous avons pour habitude de penser au grand air, en marchant, en sautant, en escaladant, en dansant, de préférence sur des montagnes solitaires ou tout au bord de la mer, là où même les chemins deviennent pensifs. Ça, je dois dire que c'est une phrase, oui, c'est une phrase que Baudrillard aimait, et Baudrillard aimait en particulier cela. Alors maintenant, de Rimbaud. De Rimbaud, qu'il a beaucoup lu, qu'il connaissait bien. De Rimbaud, il retiendra en particulier la volonté farouche d'effacer toute trace, de se garder de laisser des marques de pas qui, tôt ou tard, deviendront les voies banalisées des futures cordées. Et c'est vrai, vous le savez bien, que quand on laisse des traces et des traces de pas, eh bien immédiatement, il y a des cordées qui se constituent, il y a des généalogies de gens qui se revendiquent. Baudrillard veut effacer ces pas. Eh bien, on peut penser au Sommel de vent de Rimbaud. Bon. Alors, il y a ici, Rimbaud est l'occasion d'aborder un thème essentiel chez Baudrillard, pas simplement le thème de la liquidation, mais le thème de la disparition. Son dernier texte de Baudrillard, dernier texte paru, je dis bien parce que ce texte Carnaval et Cannibale, ce sont des textes antérieurs à d'autres textes, mais publiés plus tardivement. Le dernier texte écrit et paru de Baudrillard porte le titre « Pourquoi tout n'a-t-il pas déjà disparu ?» C'est un texte que j'ai édité aux éditions de l'Herme. C'est pour moi extrêmement émouvant parce que Baudrillard était malade et mourant. Et j'allais chez lui, et je me souviens à la fin, je le portais, j'allais le prendre dans son lit, je le portais pour qu'on aille dans le salon, que tu connais, pour qu'il travaille sur ce texte jusqu'au bout. C'est un texte qui pour lui avait une grande importance. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte, et ce texte qui est tout entier autour de la notion de disparition.
Baudrillard disant, je le cite pas, je le résume ici, que l'espèce humaine, c'est peut-être sa seule différence spécifique, a inventé un art de la disparition en conceptualisant, par la démarche de la conceptualisation, le rôle essentiel ici du langage, l'homme fait exister les choses en même temps qu'il les précipite vers leur perte. Il y a le langage même, il y a cette manière que la conceptualisation est en même temps cette façon de faire verser, d'une certaine façon, les choses que l'on nomme dans quelque chose qui n'est plus simplement de l'ordre d'une réalité simple et triviale. C'est tout le problème de la représentation. Ainsi, par exemple, la modernité, elle prend congé du monde au moment même où elle se donne pour tâche de le réaliser en l'analysant et en le transformant. C'est le programme explicite de la science galiléo-newtonienne. Au moment même où, vous vous souvenez du programme cartésien, de transformer, devenons maîtres et possesseurs de la nature, au moment même où il y a ce programme de maîtrise et de transformation de la nature, au moment même où la science va produire une modélisation de la réalité, d'une certaine façon, la réalité disparaît. Elle disparaît au profit d'une réalité, comment dirais-je, une réalité inséparable des schémas de représentation. C'est le programme explicite, vous disais-je, de la science galiléo-newtonienne. Mais Baudrillard étend la chose, il dira que c'est la même chose avec la lutte des classes. Au moment où Marx conceptualise la lutte des classes, au moment où il la nomme, eh bien, d'une certaine manière, elle n'existe plus, cette lutte des classes, dans son intensité maximale. Je le cite, il dit « Le moment où une chose est nommée, où la représentation et le concept s'en emparent, est le moment où elle commence de perdre son énergie, quitte à devenir une vérité ou à s'imposer comme une idéologie. » Ça, c'est une pensée très forte chez Baudrillard. Elle garde quelque chose d'énigmatique. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Il y a toujours chez Baudrillard quelque chose d'irréductiblement énigmatique. On l'a dit et redit, il ne s'agit pas ici, vous imaginez, de donner des clés de lecture qui vont épuiser le sujet. Mais si vous voulez, Saint Paul disait « Le monde tel que nous le voyons est en train de passer ». Baudrillard dit « Le monde tel que nous le pensons est déjà passé ». Est déjà passé. Et d'une certaine manière, il en va de même avec l'inconscient freudien. Baudrillard dira que dans le moment même où Freud conceptualise d'une certaine façon l'inconscient, celui-ci, dans son intensité maximum, est déjà passé. Même chose avec Foucault. Son livre « Oublier Foucault », par exemple, c'est une manière de dire que l'analyse de Foucault, elle est parfaite. Il n'y a rien à redire. Mais d'une certaine manière, le pouvoir a déjà changé de lieu. Quand il conceptualise le pouvoir a déjà changé de lieu. Et donc, non, parce que c'est important de dire ça, parce que les Foucaldiens, parce que c'est plus les Foucaldiens que Foucault qui a mal pris, les Foucaldiens n'ont pas compris. Ils ont imaginé que le discours de Baudrillard consistait à dévaluer Foucault. Pas du tout. Ils considèrent que Foucault, comme Marx, comme Galilée, comme Descartes, sont des penseurs considérables, mais dès lors que l'on conceptualise, dès lors que l'on inscrit dans une théorisation, d'une certaine manière, les choses sont déjà... La réalité, elle s'évanouit dans le concept. Il faut aller plus loin encore. Quand l'homme, grâce au déploiement illimité de la technologie, là, nous sommes beaucoup plus sur la proximité, technologie aussi bien mentale que matérielle, eh bien, quand l'homme est en mesure d'épuiser ses possibilités, alors, d'une certaine manière, il disparaît, en laissant place à un monde artificiel qui l'expulse. Baudrillard utilise ce mot-là, je vous cite un passage qui a déjà été cité, je crois. Ce monde-là, dit Baudrillard, est parfaitement objectif, puisqu'il n'y a plus de personne pour le voir, devenu purement opérationnel, il n'a plus besoin de notre représentation. D'ailleurs, il n'y a plus de représentation possible. Mais, ajoute Baudrillard, et ça c'est quelque chose qui peut-être n'a pas été souligné, ou ça a été dit, on peut faire de la disparition un autre usage. On peut faire de la disparition un usage stratégique. Il y a un art de la disparition. En même temps que disparaissent les valeurs, le réel, les idéologies, les fins ultimes, il y a simultanément la possibilité d'un jeu avec tout cela. D'un art, non pas au sens des beaux-arts, mais au sens, dit Baudrillard, d'un art martial. Donc, il y a cette idée de disparition, et en même temps, il y a la stratégie de la disparition,
C'est-à-dire que cette stratégie de la disparition est une manière, par le défi, le duel, etc., d'entrer dans un jeu avec la disparition, et avec aussi sa propre disparition. Il y a donc une manière ici d'être dans un rapport extrêmement singulier, peut-être plus proche de la danse qu'autre chose, avec le monde. Et enfin, dernier pli, dernière leçon qu'il tirera, c'est la leçon de la pataphysique. C'est à son propos d'ailleurs qu'il parlera explicitement du sacrifice de l'intellect, du sacrificio dell'intellecto. La phrase a été citée ici, Baudrillard a dit, vous le savez, pataphysicien à 20 ans, situationniste à 30, utopiste à 40, transversal à 50, viral et métaleptique à 60, point, toute mon histoire. Alors on pourrait en conclure que la pataphysique n'a jamais été qu'un épisode de jeunesse, ce qui est vrai, mais à la fois un peu court. Il y a certes, dans la pataphysique, Baudrillard aimait, il y a certes de la potacherie dans la pataphysique. Il y a un goût prononcé pour les supercheries et autres falsifications. Quelqu'un a fait référence à la chasse spirituelle, c'est Didier Vivien, Rimbaldien, vous vous souvenez de son intervention, et Didier Vivien a parlé de cet d'un texte perdu de Rimbaud qui s'appelait La chasse spirituelle. Et aucune trace, tout le monde cherchait, etc. Et dans les années 47-48, ce texte est paru. On a retrouvé la chasse spirituelle. Or, ce texte est un faux, une falsification potache de Baudrillard, d'Emmanuel Peyet. Ça a dupé presque l'ensemble de la critique, sauf André Breton. André Breton a flairé quand même le truc. Donc il y a, très clairement, un goût pour l'imposture, le plaisir de l'imposture. Mais la pataphysique, elle ne se réduit pas à ses fantaisies. Baudrillard a écrit en 1948, il a 19 ans, un court texte, qui est celui-ci, qui a été publié chez Sens et Tonka, qui est un très beau texte. 19 ans, je vous invite à mesurer. Voilà, il dit ceci. La pataphysique est la plus haute tentation de l'esprit. L'horreur du ridicule et de la nécessité même, l'horreur du ridicule et de la nécessité mène à l'infatuation énorme, la flatuosité énorme du but. L'esprit pataphysique, c'est le clou dans le pneu, le monde une veste de loup, La gidouille est aussi bien une montgolfière, une nébuleuse, ou même la sphère parfaite de la connaissance, la sphère intestinale du soleil. Il n'y a rien à tirer de la mort. Est-ce qu'un pneu meurt? Il rend son âme de pneu. Le paix est à l'origine du souffle. C'est le texte d'ouverture. 1948. Baudrillard a 19 ans. C'est un texte qui, d'une certaine manière, annonce la couleur. Car la pataphysique, pour Baudrillard, selon son expression, elle est d'abord un balayage assez féroce. Le déclenchement d'un processus décisif qu'il nomme le sacrificio dell'intellecto. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette expression, sacrificio dell'intellecto? L'expression, elle est assez trompeuse dans la mesure où si on la rapporte à ses sources théologiques, le sacrificio dell'intellecto, on trouve cela dans la tradition de la mystique, par exemple. C'est pas très loin du credo cuia absurdum de Tertullien, je crois, parce que c'est absurde. Ce n'est pas très loin de l'anéantissement mystique tel qu'on le rencontre chez Saint Jean de la Croix, par exemple. Il y a quelque chose dans la tradition mystique qui renvoie à ce sacrifice de l'intellect. Je vous rappelle que chez Saint Jean de la Croix, il y a la nuit de l'entendement, la nuit des sens, la nuit, etc. Max Weber fera un usage du sacrificio dell'intellecto. Il dit, Max Weber, que le sacrifice de l'intellect serait le trait caractéristique de tout homme pratiquant. Donc là, il y a un usage critique du sacrifice de l'intellect. Mais chez Baudrillard, le terme, il ne relève pas du registre mystique, il ne relève pas du registre religieux. Il faut l'entendre au sens d'un déblaiement. Il évoque à cet égard la virulence de l'acide ou du détersif pataphysique. C'est cela la gidouille du père Ubu. L'idée forte de repartir de zéro, de déblayer tout ce qui avait été accumulé. Et ce déblaiement, c'est un déblaiement qui est à la fois intellectuel, mais également social. Pierre Vidal-Naquet, dans un livre d'entretien, il rappelle qu'en Hippocagne, au lycée Henri IV,
il y avait un jeune homme qui s'appelait Jean Baudrillard, qui venait d'un lycée de province, de Reims, et que, un jour, ce Jean Baudrillard très discret, un jour, le professeur de latin rend les copies, et la copie la plus brillante était celle de Jean Baudrillard. Et donc, il demande Jean Baudrillard, pour rendre la copie, pas de Jean Baudrillard. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui était un de ses copains qui dit « Ah, bah non, il est parti pour s'occuper des oliviers en Basse-Provence. Il est en rupture de banc. Il était le meilleur de la classe, il est parti. » Et ça, c'est tout à fait révélateur du sacrificio dell'intellecto, si j'ose dire, sous sa version peut-être la plus triviale. Autre passage de ce petit texte, je l'ai là. Le principe est d'en remettre. C'est ainsi que la réalité est démolie. En l'outrecuidance du but sont la volonté, l'importance, la foi et toutes choses portées au paroxysme, où l'on s'aperçoit tout naturellement qu'elles sont faites du souffle dont on fait les paix, de la viande dont on fait le suif et la cendre, de l'os dont on fait les faux ivoires et les faux univers. Ce n'est pas le ridicule, c'est une inflation, le passage brusque dans un monde vide, qui n'est la pensée de personne, car il n'y a pas de pensée pataphysique, il n'y a qu'un acide pataphysique qui fait surrir et embaumer la vie comme du lait, enflé comme un noyer et déflagré comme la truffe verdâtre des méninges du palotin pataphysique, philosophie de l'état gazeux. Bon, nous sommes là dans une langue qui est une langue qu'il abandonnera, mais toujours ce thème qui est ce thème du sacrifice de l'intellect. Ça, c'est le prix de la radicalité. S'il y a un sens de la radicalité chez Baudrillard, c'est là, au sens propre du terme, quelque chose qu'on peut mettre en écho avec Bartleby, avec I would prefer not to. Bon, c'est une manière de rejet, de maintenir à distance, etc. Il y a là quelque chose chez Baudrillard qui relève du défi. C'est un mot très important que ce mot de défi chez Baudrillard, la pensée comme défi. La pataphysique, c'est à la fois un jeu qui agace les catégories communes de l'esprit et autres contraintes causales, et un ferment violent, une sorte de contre-transfert culturel. C'est ce que dira Baudrillard, mais aussi, il s'en souviendra plus tard quand il va théoriser la réalité intégrale, c'est une manière d'anti-vision du monde. La réalité intégrale, celle de notre monde virtuel, est une forme d'accomplissement ubuesque de la réalité. Vous connaissez cette phrase, elle a été citée, cette réalité dont Baudrillard dit qu'elle est la perpétration sur le monde d'un projet opérationnel sans limite, afin que tout devienne réel, visible et transparent, que tout soit libéré, que tout s'accomplisse et que tout ait un sens. Eh bien, la pataphysique, d'une certaine manière, elle est la seule réponse à ce phénomène, en même temps que sa dérision ultime, puisque sa parfaite tautologie. Elle est tout à la fois la science des solutions imaginaires, c'est la définition que donnait Jarry de la pataphysique, et un mythe des solutions imaginaires. Donc le sacrificio dell'intellecto chez Baudrillard, ça n'est pas le doute cartésien, c'est pas l'époquet de Husserl, il n'y a pas d'ambition fondatrice, mais la volonté d'une certaine manière d'avoir les mains libres. Je dirais qu'il y a quelque chose d'essentiel chez Baudrillard, cette manière d'avoir les mains libres. Peut-être garde-t-il les exigences du vieil artisan, de ses ancêtres. Il construit ses théories avec ce qu'il a sous la main. Vous vous souvenez de la distinction que faisaient Lévi-Strauss entre le bricoleur et l'ingénieur. L'ingénieur qui conçoit tout un process, l'outil, la fabrication. Le bricoleur qui utilise ce qu'il a sous la main, qui utilise un peu les restes pour bon. Mais ce qu'il a sous la main, il ne l'a pas reçu comme tel. C'est pas un héritier en ce sens. Il le façonne à sa manière, sans jamais prendre totalement au sérieux son travail d'élaboration, ce qui lui jura des tours. Et là, il y a une ambiguïté. Paul Audy, qui aurait pu venir ici, que tu avais sollicité, Paul Audy, que j'ai rencontré récemment, me disait « Ah, si j'étais venu vous voir, j'aurais développé une idée, à savoir que les lecteurs de Baudrillard aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a peut-être un fléchissement de l'intérêt pour Baudrillard, les lecteurs aujourd'hui ont tendance à prendre au sérieux l'autodérision baudrillardienne. Il y a chez Baudrillard, c'est vrai, une sorte d'autodérision. Et cette autodérision, si on la prend au sérieux, on peut dire que Baudrillard, c'est quoi? Au mieux un poète, c'est un penseur du paradoxe, c'est un pataphysicien au sens étroit du terme. C'est pas complètement faux. Moi, je peux vous donner
je peux vous donner un exemple, je vais aller vite, je peux vous donner un exemple. Baudrillard racontait qu'un jour, il était dans sa bergerie dans le sud-ouest, et il tapait à la machine, sur sa Remington, il tapait un texte, et puis le vent a subitement embarqué ses manuscrits, qu'il n'avait pas foliotés, donc pas de numéro de page. Il a tout repris comme ça, et il disait, je l'ai donné comme ça à l'éditeur. Bon, ce qui était évidemment faux. Mais il y a cette autodérision, évidemment, il y a certains qui diront, voilà pourquoi ces livres sont sans ordre, sont chaotiques et faits de bric et de broc, puisqu'ils laissent le hasard organisateur donner un semblant d'ordre à ces textes. En même temps qu'il y a cet apparent bricolage, il y a en même temps chez Baudrillard une culture extrêmement sûre, ça moi j'ai pu le vérifier, Baudrillard était extrêmement cultivé, connaissait ses classiques, était un grand lecteur de la littérature classique, et un paradoxe entre cette culture, jusqu'à la fin des derniers temps, il relisait par exemple Guerre-et-Paix, Baudrillard lisant Guerre-et-Paix. Donc il faut entendre, si vous voulez, le sacrifice de l'intellect en un sens stratégique, car sa pensée, elle est essentiellement stratégique. Qu'est-ce que faut entendre par stratégique? Il s'agit de déjouer les effets d'ordre, les effets de sens, les effets de finalité. Et cela pour être, pour garder d'une certaine façon la main. Et je voudrais insister sur ce point. Il y a chez Baudrillard une volonté d'avoir toujours une longueur d'avance. Cette idée d'avoir une longueur d'avance, c'est ce que l'on constate quand on le lit. Alors, il ne s'agit pas ici de dire c'est un prophète, pas un prophète, mais cette longueur d'avance dans la manière de penser, cette manière de vouloir aller un peu plus vite que les événements. Et c'est cette idée qui est une idée essentielle, et pour aller plus vite d'une certaine manière que le monde se déroulant, eh bien, ça suppose une pensée stratégique au sens où il faut activer ou désactiver des positions. Et c'est pour ça que s'il y a stratégie chez Baudrillard, c'est plus une stratégie au sens de Sun Tzu que de Clausewitz. C'est plus une stratégie en amont qu'en aval. Il s'agit d'une certaine manière de gagner la guerre, entre guillemets, avant qu'elle ne soit déclarée, de la rendre inutile. Et non pas les vieilleries militantes de se préparer au combat et d'essayer de gagner les choses. Toujours cette idée d'avoir une longueur d'avance. Là, je vais faire très vite. Je vous ai dit que j'allais développer 3 points. Le premier point, c'est le sacrifice de l'intellect. Le deuxième point que je voulais développer, mais je n'ai pas le temps de le développer, mais néanmoins, je vous en dis un mot. Ça me semble alors absolument essentiel. Il y a une distinction à faire, qu'on ne fait pas assez, entre le sens et la cohérence. Ce qui n'a pas de sens n'est pas pour autant privé de cohérence. Et dans la tradition philosophique, si on prend par exemple Héraclite, si vous prenez le fragment d'Héraclite, que vous connaissez tous, qui est le fragment 97, Dieu est jour, nuit, hiver, été, guerre, paix, satiété, faim, d'une certaine manière, ça n'a pas de sens. Mais c'est cohérent. Cohérent, au sens propre du mot latin, coaerere, ça veut dire tenir ensemble. Ça tient ensemble. Et si vous prenez par exemple dans les dialogues de Platon, ou même chez Aristote, eh bien on dit que ce que dit Héraclite n'est pas recevable, parce que c'est privé de sens. Par exemple, dans le banquet de Platon, Éric Zimac dit Héraclite, il parle d'harmonie des contraires, mais c'est une expression malheureuse, c'est illogique. L'harmonie, elle ne peut venir qu'après les contraires. On trouve dans la métaphysique d'Aristote des propos de ce genre. En d'autres termes, Héraclite ne peut pas avoir dit ce qu'il a dit. Il ne peut pas avoir dit ce qu'il a dit parce que, d'une certaine manière, ça ne répond pas aux injonctions du sens. Et vous savez très bien qu'Héraclite aura la responsabilité, la réputation d'être obscur. J'ai envie de vous dire, Baudrillard aura la réputation d'être obscur. Or, Héraclite, il dit bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les opposés coopèrent. Mais c'est une pensée de la cohérence. Ce n'est pas une pensée du sens, c'est même une pensée qui va contre le sens. C'est vrai que c'est la pensée du sens qui va être triomphante dans la tradition philosophique. Mais il y a cette pensée. Et François Julien fait remarquer que la pensée chinoise, c'est beaucoup plus une pensée de la cohérence qu'une pensée du sens. Par exemple, lorsqu'on parle du ciel et de la terre, on n'est pas dans une pensée de l'opposition, de la distinction, on est dans une pensée de la corrélation. Et les pensées de la corrélation dans la pensée chinoise relèvent d'une pensée de la cohérence. Je crois, il y a ici un sinologue, mais je crois que par exemple pour dire chose, on dit montagne haut.
Bon, c'est-à-dire que toujours cette pensée de la corrélation, qui est une pensée de la cohérence, qui n'est pas une pensée du sens. Et je ne le développerai pas, mais lorsque Baudrillard parle du destin, par exemple, chaque fois qu'il veut essayer de rendre un peu clair ce qu'il entend par destin, eh bien, il a recours à des dispositifs métaphoriques qui sont des dispositifs de cohérence. Et là où le métaphorique comme la réplique possible au métaphysique. Dans les deux cas, il y a le méta, mais il y a le méta du dépassement dans la métaphysique, vers un au-delà, vers un ailleurs, qui suppose un dédoublement, alors que dans le métaphorique, c'est un déplacement. C'est pas un dépassement, c'est un déplacement. Et par des associations, par des attractions étranges, le métaphorique est capable d'énoncer ou de dire des choses sans les dire, ou de les dire sur un mode qui dépasse à la fois les exigences de sens, qui dépasse le principe de contradiction, qui ouvre sur des possibilités de pensée nouvelles. Lorsque Baudrillard essaie de rendre compte du destin, il y a tout un système métaphorique, par exemple le partage des eaux, par exemple la physique quantique quand il utilise la notion d'intrication quantique, quand le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et pas mort, etc., le particule et antiparticule. Il y a tout un dispositif métaphorique qui est très étonnant. La référence, on le sait bien, à la mort à Samarcande ou à la figure d'Édipe, etc., ou la mort de Diana, quand il dit la mort de Diana, on ne peut pas l'expliquer par les causes. Une causalité ici est absolument insuffisante. Le chauffeur, l'ivresse du chauffeur, la vitesse, le complot, mais que, d'une certaine manière, il faut penser la mort de Diana comme la réversibilité en acte. Les choses deviennent trop fastes, dès lors qu'elles deviennent trop fastes, elles deviennent funestes, réversibilité, etc. Là, il faudrait parler de références très étranges de Baudrillard à des gens comme Renouvier, par exemple, avec l'Uchronie, ou l'usage qu'il fait de la distinction que fait Bergson dans La pensée et le mouvant sur le réel et le possible, comme si le possible était du moindre réel, alors qu'il faut penser le rapport du possible et du réel autrement. Prenons l'exemple de Rimbaud. Rimbaud n'était pas possible avant d'être réel. Ça n'a aucun sens. Si Rimbaud n'était pas advenu, il n'y aurait jamais eu de Rimbaud. A posteriori, on se rend compte que parce qu'il est réel, il a peut-être été possible. En tout cas, il a créé de la possibilité. Puis troisième et dernier point sur lequel je voulais dire un mot, c'est que l'un des plis de la pensée de Baudrillard, c'est évidemment cette pensée fragmentaire qui prend la forme de l'aphorisme. La forme de l'aphorisme dans la pensée de Baudrillard, cette pensée aphoristique, cette pensée fragmentaire, c'est pas un choix de style, c'est véritablement un engagement de la pensée elle-même. Il y a dans le fragment quelque chose qui relève, qui fait intervenir le vide et la disparition. Vous savez, Léonard de Vinci disait qu'il y avait deux manières de procéder. Il y a la manière du peintre qui ajoute de la matière et du sculpteur qui retire de la matière. Et Baudrillard dit, je suis très clairement du côté du sculpteur ou de la sculpture. Retirer de la matière pour que émerge à un moment donné quelque chose qui a une radicalité. Et il me reste 1 minute et demie. Baudrillard dira que le fragment, la pensée fragmentaire, c'est-à-dire cette pensée qui fragmente, qui fait éclater les ensembles, cette pensée fragmentaire, elle permet d'apercevoir le monde dans son détail. Et ça, c'est une idée essentielle chez Baudrillard. Le détail est parfait. Rien ne manque à la réalité, au monde, à l'homme pris dans son détail. C'est-à-dire l'exemple que donne Baudrillard, la fleur, elle est parfaite. Ce sont des processus de type historiciste, par exemple, qui font de la fleur un moment du fruit, et puis un moment de la graine, et puis tout un processus finalisé, etc., qui relève du changement. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans le devenir des choses, même prises dans leurs détails, il y a toujours cette réversibilité, il y a toujours des possibles qui s'actualisent, d'autres qui ne s'actualisent pas, mais qui peuvent s'actualiser. Et là, il y a une critique, par exemple, du moi, tel qu'il a été conçu par la pensée classique, mais aussi par la psychanalyse, d'une certaine manière. Le moi qui ne serait pas simplement le moi qui est advenu, qui s'est réalisé aux dépens d'autres moi. Le moi, c'est une multitude de moi possibles, y compris les autres que moi, y compris, comme disait Hölderlin, les fleuves, les nuages, etc. Il y a comme ça une diffraction du moi qui conteste l'idée qu'il y aurait une linéarité, y compris dans l'identité personnelle. Désolé, merci.